D'abord, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que il se trouve dans une situation, quand il revient au pouvoir, qui est tout à fait inédite, où le pouvoir militaire a pris de plus en plus d'ascendant sur le pouvoir politique au fur et à mesure de la Quatrième République et de la faiblesse des gouvernements de la Quatrième République. L'armée est devenue une force considérable en Algérie, elle est la force, elle fait d'ailleurs tout. Elle est à la fois là pour pacifier, faire la guerre, mais aussi enseigner, soigner, administrer. Elle a pris le meilleur sur l'administration préfectorale. Ce sont les militaires qui ont également des prérogatives en matière judiciaire, juridique. C'est-à-dire que l'armée est devenue une force tellement considérable qu'elle est capable de dicter au gouvernement sa loi. Et bien entendu, il y a des militaires qui ne se font pas faute d'avoir derrière cette idée leur propre politique. Une politique qui est une politique consistant à conserver l'Algérie française. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il va de soi que les idées ne sont pas du tout les mêmes. Certains ont des idées très avancées, en particulier de réforme agraire, absolument nécessaire en Algérie, vu les grands propriétaires terriens, colons algériens, colons français établis en Algérie. Mais il est sûr que ce qui se passe, c'est que De Gaulle va avoir beaucoup de mal à faire rentrer dans les rangs cette armée de 500 000 hommes qui est capable de dicter sa politique. Et c'est une des choses qui se passe à l'automne 1958 vis-à-vis de Salan, parce que De Gaulle demande aux militaires de sortir des comités de salut public qui avaient été constitués, à Salan de quitter le territoire, Jouhaud idem. Certains ont dit il avait, dès son retour au pouvoir, l'idée d'instaurer l'indépendance de l'Algérie. Personne n'a pu le démontrer. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que lui-même, pour aboutir à une solution, a dû tâtonner, a dû se débarrasser d'un certain nombre d'obstacles, y compris ces obstacles venus du milieu militaire qui est le sien. D'où des heurts extrêmement violents qui ont lieu à différentes reprises, quelquefois connus de tout le monde, comme les barricades et le putsch, mais parfois aussi des heurts qui sont des heurts dans le bureau du général ou sur place en Algérie. On raconte que Massu vient au moment de l'affaire des barricades reçu par De Gaulle à l'Élysée et que leur discussion est extrêmement orageuse au point que De Gaulle aurait tapé sur la table avec son poing et en aurait cassé sa montre. Philippe de Gaulle dit que ce n'est pas vrai, mais cela prouve tout de même le degré de violence et d'animosité entre le milieu militaire qui parfois va vouer De Gaulle à la haine et va vouloir sa mort. C'en est à ce point-là. Donc, comment De Gaulle a-t-il réussi? D'abord en contournant l'obstacle, d'abord en déplaçant les gens. À la suite des barricades, un certain nombre d'officiers qui étaient parmi les officiers qui étaient les plus en pointe sont éloignés en Allemagne, en Afrique, etc. Et par conséquent, évidemment, en Algérie se retrouvent au poste de commandement plutôt des gaullistes. Pas tous, mais en grande partie. Et au moment du putsch, comment va-t-il se
se débrouiller essentiellement par un mélange de fermeté, de pessimisme, de ce caractère inébranlable et dur, de cette idée que c'est une occasion à ne pas rater pour affirmer son autorité. Il le fait par le biais de l'article 16, il le fait par son discours du dimanche soir, il le fait en recevant de façon très importante, très fréquente, ses principaux collaborateurs, et on a l'impression que dans des espèces d'océans mouvants, parce que l'État est ébranlé par le putsch, eh bien, il y a quand même quelqu'un qui résiste, c'est le président de la République, c'est le général de Gaulle.